David Shapira, bonjour. Bonjour Claudine. J'espère que vous allez bien. Oui, écoutez, on va un petit peu mieux depuis quelques heures, quelques minutes même. Oui, voilà. On vient d'apprendre en fait, à l'heure où nous parlons, qu'une deuxième vague d'explosion. D'explosion d'appareils qui servent à communiquer, mais c'est pas des appareils très perfectionnés. Il s'agit de talkie-walkie. C'était le but du Hezbollah justement, d'éviter que leur conversation via les téléphones puisse être espionnée. Alors ils ont trouvé une nouvelle stratégie. Voilà. Alors en juillet dernier, en fait, il faut savoir. Nasrallah, le responsable, donc le chef suprême du Hezbollah, avait averti déjà tous ses soldats et tous ses disciples, ses fidèles, qu'il ne fallait plus utiliser le téléphone portable, car le téléphone portable était comme un espion. Et vous savez que plusieurs cibles qui avaient été éliminées par Tsahal, on pensait au sein du Hezbollah, avaient été éliminées parce que justement, ils avaient été repérés grâce à des téléphones portables. Tout à fait. Et c'est là qu'en juillet dernier, le Hezbollah a pris une grande décision, c'est de passer, si vous voulez, à des appareils pour communiquer. Parce que c'est très important. Oui, c'est très important pour le Hezbollah de pouvoir, si vous voulez, appeler tous ces soldats, tous ces entre guillemets combattants armés, entre guillemets combattants, et de pouvoir, si vous voulez, leur donner un ordre et qu'ils puissent justement suivre les instructions donc du guide suprême et des responsables entre guillemets de la guerre. Donc voilà, ils sont passés à cette ancienne génération qui sont les bipères, oui, tout à fait. et d'autres appareils qui sont encore moins perfectionnés, justement parce que ces appareils-là n'émettent pas, mais ne reçoivent uniquement des messages. Et là, ils pensaient évidemment qu'ils étaient à l'abri. Et il s'avère qu'une opération qui, d'après moi, a été préparée depuis plusieurs mois et qui devait sans doute être réalisée en cas de guerre totale, et pas maintenant. Eh bien, une opération a été organisée par, on dirait, du service de sécurité d'une nation que nous ne pouvons pas citer parce que nous ne savons pas qui a fait cela. Mais bien sûr, il n'y a eu aucune revendication, vous noterez. Absolument. Sauf un ministre des Communications qui a publié un verset du prophète Nahum et qui parle d'un chaos qui sera provoqué dans le pays. Effectivement, à l'heure où on parle aujourd'hui, je dirais à l'heure où on parle maintenant ce soir du mercredi 18 septembre, attention. il y a une ambiance, une atmosphère de chaos, de tohu-bohu. Et on a vu des images absolument incroyables où les Libanais s'attaquent maintenant aux véhicules de l'UNIFIL, les Nations Unies, pour verser leur rage de ce qui se passe. On parle d'une attaque cruelle et... Génocide, j'ai même entendu et lu un génocide. Alors, il faut savoir quand même que tous ceux qui portent ces appareils-là, ces bipères... Des terroristes, il faut dire. Absolument, sont affiliés au Hezbollah. Et il y a eu effectivement quelques victimes collatérales, mais il faut savoir que quand on fréquente des personnalités du Hezbollah, eh bien... on prend des risques. Et je tiens aussi à souligner que si la première vague s'est concentrée, je dirais, dans le Liban, autour du Liban, dans tout le Liban d'ailleurs, du sud au nord du Liban. Mais aussi Damas et Syrie. Voilà. Et maintenant, la deuxième vague aussi, on parle de l'Irak, on parle évidemment de la Syrie. Enfin voilà, et pour l'instant, on a comptabilisé 5 morts et plusieurs centaines de blessés. Alors 9 morts depuis hier, 9 morts. Alors voilà, évidemment le chiffre va augmenter. On ne saura d'ailleurs pas exactement combien de personnes vont être touchées par ces attaques, mais il est sûr qu'on compte énormément de blessés. Et si ce n'est pas un coup mortel ou vital au Hezbollah, parce qu'il continue à tirer, eh bien c'est quand même une sacrée claque, parce que nous, en fait, nous ramenons le Hezbollah des moyens de communication qui sont semblables bientôt au Moyen-Âge et à l'ère préhistorique. Il ne reste plus que les pigeons voyageurs, je pense. À peu près. Oui. Disons qu'il y a une frayeur maintenant de tout ce qui concerne les appareils électroniques. Et c'est formidable pour ceux qui ont fait cette opération, sans les nommer évidemment, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Non, c'est toujours pas, c'est très étrange. On cherche. C'est vraiment de faire une opération aussi ciblée, c'est-à-dire ceux qui portent ces appareils-là et qui se... vous savez, le Hezbollah, c'est une énorme organisation. Il faut distinguer d'abord la branche armée qui compte 60 000 combattants.
je dirais, 60 000 terroristes, on peut les appeler comme ça. Il ne faut pas appeler les combattants. Du reste de la population chiite qui est affiliée au Hezbollah, qui sont environ 35% de la population libanaise, donc c'est énorme. Mais il est sûr que nous avons porté un coup très sévère psychologiquement et même, je dirais, logistiquement au Hezbollah. Ils ne sont plus capables aujourd'hui d'envisager des communications, ce qui va les neutraliser un certain temps. Mais on attend demain le discours de Nasrallah à 17h. Et il y a déjà son neveu qui a parlé en son nom, son neveu qui est très proche, qui a déjà menacé de terribles menaces l'État d'Israël. Alors, je voulais quand même dire quelque chose d'important, il me semble, c'est que ces appareils ont été livrés il y a environ 5 mois. Et la chaîne de distribution, comme beaucoup ne le savent peut-être pas encore, a été interceptée par on ne sait qui. Et dans ces télémessageurs, c'est-à-dire ces beepers, on a intégré 20 grammes d'explosifs. Oui, alors il faut savoir que la marque de ces beepers c'est une marque taïwanaise, Gold Apollo, mais qu'eux-mêmes ne fabriquaient pas ces appareils, mais qu'ils avaient donné une licence à une société hongroise, à Budapest, tout à fait, pour fabriquer ces appareils. Étrangement, jusqu'à ce matin, des journalistes se sont rendus au siège de la société hongroise à Budapest, qui a subitement fermé ses bureaux. Et donc, aujourd'hui, c'est un bâtiment, un petit bâtiment, c'est pas très grand d'ailleurs, entouré d'une barrière, d'un mur et une boîte aux lettres qui est vide. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de la société hongroise, eh bien, vous verrez que le site lui aussi est fermé. Il faut croire que la société hongroise a déjà vendu tous ses appareils, qu'elle n'a plus de stock à fournir à tous ceux qui voudraient peut-être acquérir ces beepers, si jamais une personne n'est intéressée. Alors, vous m'aviez dit en antenne une chose très intéressante, qui en fait, c'était le Hezbollah qui nous avait inspiré de cette opération, puisqu'il y a quelques années ou quelques temps... il y a 25 ans, c'est une vieille histoire, il y a 25 ans, le Hezbollah avait piégé un téléphone portable, il l'avait laissé éteint et sans batterie d'ailleurs dans une des pièces du sud Liban, une pièce d'un bâtiment, et que l'unité 802, c'est une unité qui surveille de façon technologique tout ce qui se passe autour de nous, qui était une unité naissante à cette époque-là, avait pris cet appareil-là et en le branchant, avec à l'électricité, l'appareil avait sauté, il avait causé la perte d'un bras d'un officier et avait blessé quelques soldats autour. Et en fait, vous voyez, après... Retour à l'envoyeur. Voilà, nous sommes inspirés peut-être de cet incident du Hezbollah pour fabriquer des téléphones qui explosaient. Vous savez aussi, vous rappelez que cette période où on ciblait des terroristes comme ce qu'on appelait l'ingénieur. Oui, tout à fait. L'ingénieur ou des personnes de l'Iran, bien sûr. Oui, c'était des ingénieurs. Non, c'était dans les territoires de Judée-Samarie aussi. Ce qu'on appelait le Mendes. Son nom m'échappe là, mais il va sûrement me revenir. C'était d'ailleurs le maître de Mohamed Def. C'était celui qui a formé Mohamed Def. Et on s'est servi beaucoup de ces téléphones-là pendant la seconde intifada pour éliminer pas mal de terroristes. Et voilà, on peut dire que le Hezbollah nous a inspirés pour des opérations un peu plus grandes. Mais il faut quand même rappeler qu'Israël n'a pas revendiqué. Toujours pas. On ne sait toujours pas si c'est Israël. Alors, dans ce coup de génie, on ne sait pas à qui appartient ce coup de génie, on est bien d'accord. L'avantage, c'est qu'on a pu éviter de rassembler tous ces terroristes dans une même pièce, dans un même lieu, au même moment. Ils pouvaient aller où ils voulaient. On les a vus au supermarché. Ils étaient peut-être à Damas, ils étaient peut-être au Liban. Et on a pu effectivement les blesser. Et c'est là l'avantage de cibler par téléphone, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire de grosses opérations, ni de bombardements, ni rien. C'était véritablement un coup de génie. Et tous les médias, même ceux qui ne sont pas pro-israéliens, saluent cette audace incroyable. Ouais, je crois on se rappellera de cette opération et on n'a pas encore tous les aboutissants, les tenants et les aboutissants, mais on va s'en rappeler pendant des décennies. Oui. Alors, l'avantage de ce genre d'opération, c'est que vous n'êtes pas obligé de détruire les infrastructures du Liban. Entre autres. Et de punir toute la population qui, pour certains d'entre elles, je parle des chrétiens, ne sont pas en accord avec ce qui se passe, avec ce que fait le Hezbollah, qui entraîne le pays dans un chaos. Mais la deuxième, je dirais... la deuxième raison, deuxième avantage, c'est qu'il y a maintenant une ambiance de terreur
psychologique, de chaos, de terreur, de frayeur. Décrocher un téléphone envers tous les appareils électroniques qui servent à communiquer. C'est-à-dire que nous avons ramené la communication entre les membres du Hezbollah à l'âge de pierre. Oui, tout à fait. Et ils n'en étaient pas loin. Voilà. Parce que le télémessageur, c'était aussi... Non, mais ils ont un véritable problème. Ils ont un véritable problème parce que les membres du Hezbollah, je veux dire, les membres dirigeants des forces armées, entre guillemets, les forces terroristes, ont besoin de communiquer pour... pour sortir ces combattants de leur maison et les diriger vers un point, les diriger vers une attaque. Et là, la communication va s'avérer très difficile. Alors justement, revenons à ce fameux message qui a fait que près de 2800 ont réagi. Il s'avérait, selon le New York Times, que c'était un message de Nasrallah, c'est-à-dire le chef suprême. Évidemment, c'est prétendument, puisqu'on se doute bien que c'est un faux message. Et c'est pour ça qu'ils ont réagi aussi vite au même moment. Mais apparemment, d'après ce que l'on comprend avec les explosions d'aujourd'hui, ce message n'a pas été envoyé à tout le monde, puisqu'aujourd'hui, des explosions ont eu lieu dans l'après-midi aussi au Liban. Oui, alors en fait, il faut quand même aussi ajouter à tout ce que vous venez de dire le fait que ces explosions étaient prévues peut-être un peu plus tard, lors d'une guerre totale, une vraie guerre qui n'a pas encore lieu, qui n'a pas encore eu lieu. À mon avis, elle va pas tarder. Mais voilà, on sait aujourd'hui que l'immense unité 98, celle qui opérait jusqu'à maintenant depuis presque un an au Liban, a été déplacée vers le nord. C'est l'unité... Vous voulez dire celle qui était à Gaza ? Le bataillon 97 qui était à Gaza a été déplacé vers le nord d'Israël. Oui, tout à fait. Or, c'est un bataillon d'une unité spéciale, d'une unité d'élite. Donc, si elle est transférée de Gaza vers le nord d'Israël, c'est pas juste pour garder la frontière. Non. Il est évident que maintenant, il y a un changement, si vous voulez, et que le gouvernement commence à intégrer le fait qu'on doit récupérer la Galilée, on doit ramener les habitants vivre chez là eux. Où ils ont vécu, et que la bande de sécurité ne doit pas être des frontières israéliennes vers le sud du pays, mais plutôt du nord du Liban, enfin plutôt du sud du Liban jusqu'à notre frontière. Donc il y a maintenant un changement de tendance, et c'est évident qu'on va vers une guerre avec le Liban, ce qui inquiète énormément les Américains, ce qui inquiète l'Égypte, parce que l'Égypte est intervenue. Absolument, on a très peur d'un conflit généralisé qui va peut-être faire intervenir l'Iran. C'est déjà fait, non Non, mais je veux dire une guerre ouverte avec l'Iran, qui implique des bombardements de la part et d'autre. Donc on est très inquiet, tout le monde est très inquiet que cette situation, ce conflit se dégrade. Oui. Et ce serait évidemment assez inquiétant pour la population israélienne. Elle est inquiète. Vous savez, j'étais... par hasard, hier soir, j'ai été invité par un couple adorable manger dans un restaurant de poisson à Tel Aviv. Et on n'était que 3 tables sur une vingtaine. Oui. Les gens ce matin, j'étais au tribunal et je m'attendais à une longue attente. Je suis rentré dans le bureau où étaient les fonctionnaires. J'étais tout seul. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une grève dont je n'étais pas au courant. Non, c'était la guerre. Voilà. Et alors, quand j'ai demandé à la personne qui m'a reçu qu'est-ce qui se passe, généralement, il faut attendre 3 quarts d'heure, 1 heure pour être reçu, elle m'a dit les gens ont eu peur, ils ne sont pas sortis de chez eux probablement. Donc il y a quand même une angoisse au sein de la population israélienne qui s'attend à des bombardements. Justement à ce sujet, c'est un Libanais, un journaliste libanais qui a dit une chose très intéressante qui est passée sous le radar. Il me dit ce que je crains, c'est que ce qui vient de se passer n'est qu'un apéritif de ce qui nous attend. Bon, il est certain qu'Israël ne peut plus supporter une telle situation. Ça fait déjà quelques mois que cette situation est insupportable. Les habitants de la Haute-Galilée sont extrêmement en colère, déçus et, je dirais, ont même coupé les liens avec le gouvernement et ne croient plus du tout dans... au retour des évacués. Oui. Et puis surtout, ils pointent le doigt sur le manque de décision de la part du gouvernement. Sachant que l'armée est capable de faire le travail, mais que pour l'instant, tant qu'elle ne reçoit pas l'ordre de le faire, elle ne peut pas accomplir ce qu'elle pourrait réaliser. Voilà, donc maintenant, il y a un changement de tendance. On sait que dans la bande de Gaza, le Hamas, du moins ses possibilités, ses capacités sont réduites d'attaquer ou de se réorganiser sont quasi néantes. Très bien. Et ce qui ne résout pas encore le problème de la bande de Gaza, mais maintenant, il semble que nous ayons les capacités, au point de vue de l'armée
et des forces nécessaires pour se concentrer vers le nord après un an de combat dans la bande de Gaza. Et l'objectif, évidemment, est de ramener les habitants en toute sécurité, dans le calme et dans la paix, dans les maisons dans lesquelles ils étaient il y a dans leur foyer, tout simplement. Avant le 7 octobre. Alors, est-ce qu'ils reviendront? Ça, on ne sait pas, parce que vivre un an à l'extérieur de chez soi, maintenant qu'il y a eu la rentrée scolaire, il y a beaucoup de chances que certains ne reviennent pas. Mais en tout cas, le gouvernement a pris la bonne décision de défendre le nord du pays. Alors, dernière question. Que pensez-vous de ce qui va se passer au Liban? Le Hezbollah étant un État dans l'État, le Liban n'ayant pas réellement de gouvernement, ça va se passer comment entre le Hezbollah et le Liban? Si vraiment une guerre éclate. Alors pour l'instant, la fureur du Hezbollah n'est pas dirigée sur les enjeux du Liban, mais c'est sur Israël. Donc pour l'instant, le Hezbollah est humilié. Oui. Est humilié, c'est pas la première humiliation. Vous vous rappelez la liquidation de son chef d'état-major dans la Darhiya, dans le quartier du Hezbollah à Beyrouth. Et là, après la deuxième vague, eh bien, on va s'attendre d'abord à des déclarations qui vont être des déclarations tout à fait apocalyptiques. Mais on peut s'attendre aussi à une riposte importante du Hezbollah qui risque de réagir avec son ventre et pas avec sa tête. C'est-à-dire que nous sommes occidentaux, nous réfléchissons en disant que si le Hezbollah réagit trop fort, eh bien Israël devra s'attaquer au village, devra détruire les infrastructures libanaises, devra réduire le pays à l'âge de pierre, et pas seulement ses bipères et ses tati-walti. Donc, il y a, si vous voulez, on est dans une situation explosive. Oui, et d'ailleurs, on le sent parce que plusieurs compagnies d'aviation ont suspendu leur vol. Et c'est que le début des suspensions, hein, on n'en est qu'au début. Et donc ces prochains jours seront critiques pour répondre à vos questions. Les prochains jours seront critiques pour savoir ce qui va se passer. Et maintenant, nos yeux sont tournés vers le nord d'Israël. Alors, pour finir, pour bien comprendre le contexte, évidemment, vous l'avez dit, le Hezbollah a été humilié. Il a été humilié pourquoi? Parce qu'on a vu sa défaillance technologique, comme vous le disiez. Ils sont retournés à l'âge de pierre, mais même cela ne les a pas sauvés face à une entité, on ne la nommera pas, qui est très forte en technologie. Ah non, on pouvait craindre le pire. C'est pas Israël. Non, ah bon, d'accord. Du tout. Je ne vais même pas prononcer. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, voilà, en fait, la défaillance technique a été prouvée aux yeux du monde sur leur incapacité, alors que, comme je vous le disais hors antenne, il y a un documentaire extraordinaire à voir qui s'appelle le Hezbollah, l'enquête interdite, qui démontre leur financement, tout le cheminement de leur financement. Ils sont très, très riches. Oui, c'est un document qui est diffusé sur Arte, donc on peut le voir en replay. Pour ceux qui ont accès à Arte, c'est un document formidable qui a été fait justement sur le lien entre les différents trafics de drogue. Tout à fait, bravo, vous avez bien retenu. Et le Hezbollah. Je l'ai vu 2 ou 3 fois parce que c'était vraiment très intéressant, vous l'avez souligné. Enfin, je voudrais terminer quand même par une note positive. Oui, si vous voulez, je me doute. Est-ce que je peux vous recommander maintenant, pour être un peu plus dans le calme, un livre que je viens de publier qui s'appelle 16 idées reçues sur le judaïsme aux éditions Auteurs du Monde, qu'on peut commander soit chez l'éditeur, soit Amazon, soit à la Fnac, soit dans les librairies. D'ailleurs, dans certaines librairies, il est disponible. Et ça, c'est un livre, si vous voulez, un livre explosif, mais qui ne vous explosera pas dans les mains. Il vous explosera dans la tête. Dans la tête. J'insiste. C'est un livre explosif. Parce que les certitudes, c'est terminé. Vous allez apprendre ce que c'est, comment le judaïsme s'est formé. Et voilà, c'est un livre qui a reçu une appréciation d'un journaliste bien connu de l'AFP qui a dit que c'était un bijou agréable à lire, bien documenté. Tout à fait. Donc voilà, vite, il faut acquérir ce livre qui est explosif, mais explosif pour le cerveau. Pour le cerveau, voilà, mais pas pour le reste, comme vous savez, où sont placés les bipères en général, près des poches. Voilà. Alors, nous restons quand même sur ce sujet, puisqu'il me semble que le 24 septembre, il y a aussi une conférence. Conférence que je donne à 20h à Paris, plus précisément dans le centre communautaire de Neuilly-sur-Seine. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire pour des raisons de sécurité. Bien sûr, on s'en doute. Voilà, qui portera justement sur le livre, et nous présenterons très probablement en exclusivité le second volume qui vient d'être imprimé, mais pas encore, personnalisé, commercialisé, commercialisé, et qui s'appelle 12 autres questions sur le judaïsme. Voilà. Magnifique. Bah, écoutez, très bien, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir. Reçues, voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de vous reparler de ce sujet. Merci Claudine, merci beaucoup. Merci Claudine. Au revoir et de bonnes nouvelles. Au revoir, shalom, shalom.